À 30 000 pieds au-dessus de l'Atlantique? Du café brûlant coula sur le visage de Marcus Johnson, 11 ans, tandis que l'homme d'affaires Richard Whitmore souriait. Les accidents arrivent, mon garçon, ricana-t-il assez fort pour que les passagers à proximité l'entendent. Personne ne bougea, à l'exception de Zara Washington, l'hôtesse principale, qui observait depuis la cuisine. Ses mains étaient stables tandis qu'elle s'approchait, le visage professionnellement neutre, malgré le fait qu'elle soit témoin de ce que tout le monde prétendait ne pas voir. « Monsieur », dit-elle avec un calme exercé, qui masquait à peine sa rage. « J'ai besoin que vous me suiviez immédiatement. » Aucun des deux ne se doutait que ce moment allait détruire des carrières, déclencher une indignation nationale et changer à jamais la politique des compagnies aériennes. Quelles lignes invisibles avaient été franchies ce jour-là? Et qui paierait le prix ultime pour avoir dit la vérité au pouvoir? Avant de commencer cette histoire puissante, dites-nous d'où vous la lisez dans les commentaires. Si vous croyez qu'il faut défendre la justice, même lorsque le monde détourne le regard, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer des nouvelles histoires de courage face à la discrimination. Marcus Johnson serrait fermement son bagage à main tandis que lui et sa mère, Natasha, parcouraient le terminal bondé de l'aéroport international O'Hare de Chicago. Le soleil matinal filtrait à peine à travers les immenses fenêtres alors qu'il s'approchait du comptoir d'enregistrement d'Atlantic Airways. Aujourd'hui marquait un moment charnière dans la vie de Marcus, 11 ans. Après des mois de compétition régionale, ses capacités exceptionnelles aux échecs lui avaient valu une bourse complète pour le championnat national d'échecs des jeunes, à New York. « N'oublie pas de remercier le Dr Bennett à notre arrivée », lui rappela Natasha en ajustant son blazer professionnel. Mère célibataire et avocate spécialisée dans les droits civiques, elle avait sacrifié d'innombrables heures pour soutenir le talent de Marcus, l'emmenant souvent aux réunions du club d'échecs entre deux comparutions. « Je le ferai, maman », répondit Marcus, les yeux brillants d'impatience. Il avait veillé tard pour étudier les techniques des grands maîtres, déterminé à se faire remarquer face à des concurrents issus de prestigieuses écoles privées. Leur enthousiasme s'estompa lorsqu'ils atteignirent le comptoir. L'hôtesse fronça les sourcils en regardant son écran, tapotant sur les touches avec une frustration croissante. « C'est étrange », murmura-t-elle. « Votre réservation indique que vous êtes en attente. » Natasha fronça les sourcils. « C'est impossible. Nous avons confirmé nos sièges hier et reçu nos cartes d'embarquement par email. » L'hôtesse haussa les épaules. « Le système indique que vos sièges confirmés ont été libérés. Cela arrive parfois avec notre logiciel de réservation. » Alors qu'il se dirigeait à contre-cœur vers la zone d'attente, Marcus remarqua quelque chose de troublant. Plusieurs passagers arrivés après eux s'approchèrent du même comptoir, reçurent leur carte d'embarquement sans problème et se dirigèrent vers la sécurité. Chacun d'entre eux était blanc. Après 45 minutes d'attente, Natasha s'approcha à nouveau de l'agent de la porte, téléphone en main. « J'ai notre email de confirmation ici, envoyé hier à 19h42. Siège 14A et 14B. » L'agent de la porte eut un sourire crispé. « Madame, vous avez peut-être mal compris l'email. Les confirmations ne sont pas des garanties. J'ai suffisamment voyagé pour savoir faire la différence entre une confirmation et une notification de mise en veille. » Natasha répondit d'un ton égal, même si Marcus reconnut le changement subtil dans sa voix, son mode avocate s'activait. Un superviseur fut appelé. D'autres passagers embarquèrent. Finalement, après que Natasha eut calmement mais fermement présenté leur email de confirmation et mentionné les propres politiques d'embarquement d'Atlantic Airways, ils furent autorisés à embarquer à contre-cœur. Parmi les derniers passagers montés à bord, le soulagement fut de courte durée. « Je suis désolé, mais nous avons dû ajuster les sièges pour tenir compte de quelques changements de dernière minute », expliqua une hôtesse, dirigeant Natasha vers l'arrière de l'avion. « Votre fils sera dans le siège 8B en classe économique premium, tandis que vous serez au 32F. » « C'est inacceptable », protesta Natasha. « Il a 11 ans, et nous avons réservé nos billets ensemble, il y a des mois, spécifiquement pour être assis côte à côte. » L'hôtesse jeta un regard nerveux à la file d'attente qui s'allongeait derrière eux. « Je m'excuse pour la gêne occasionnée, mais le vol est complètement plein. Nous ne pouvons rien faire à ce stade sans retarder le départ. » Natasha regarda Marcus, le calcul visible dans ses yeux.
Il savait qu'elle se demandait si cette bataille valait la peine d'être menée, ou si provoquer une scène ne ferait qu'empirer les choses. « C'est bon, maman », murmura Marcus, même si son cœur battait la chamade à l'idée d'être assis seul. Ce n'est que pour quelques heures. Avec une réticence visible, Natacha s'agenouilla à sa hauteur. « Écoute-moi, dit-elle doucement. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Garde la tête haute. Pas de problème. Si quelque chose te met mal à l'aise, appuie immédiatement sur le bouton d'appel. » Marcus hocha la tête solennellement, comprenant le message implicite. En tant que jeune garçon noir voyageant seul, il devait redoubler de prudence, de politesse et de discrétion pour éviter toute attention indésirable. Tandis qu'une hôtesse l'escortait jusqu'à son siège, entre deux hommes d'affaires, Marcus jeta un coup d'œil en arrière. Il vit sa mère qui le regardait toujours, le visage dissimulé derrière un masque prudent qui ne cachait pas tout à fait son inquiétude. Aucun d'eux ne réalisa à quel point sa prudence serait prophétique. L'embarquement était presque terminé lorsque Richard Whitmore descendit la passerelle, laissant derrière lui un sillage d'eau de Cologne onctueuse. À 53 ans, il se tenait avec l'assurance indéniable de quelqu'un habitué à exercer le pouvoir. Son costume anthracite sur mesure coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des passagers gagnaient en un mois, et sa serviette en cuir italien se balançait nonchalamment à ses côtés tandis qu'il consultait sa Rolex d'un air impatient. En tant que vice-président principal de Pinnacle Financial Group, Richard était habitué à un traitement prioritaire. Le retard d'aujourd'hui était dû à un appel d'urgence du conseil d'administration concernant leur dernière acquisition, mais son irritation était palpable alors qu'il rejoignait son siège en classe économique premium. En arrivant à la rangée 8, son expression passa de la contrariété à un mécontentement à peine dissimulé. Ses yeux se plissèrent en voyant Marcus, qui était assis tranquillement, absorbé dans un livre de stratégie d'échecs aux pages cornées. « Excusez-moi, dit Richard, d'une voix volontairement sonore. Il fit mine de vérifier plusieurs fois sa carte d'embarquement, la retournant et la tenant à la lumière. « Je crois qu'il y a eu une erreur. J'ai réservé le siège 8B. » Marcus leva les yeux, un peu confus. « C'est le 8B, monsieur. C'est ce que dit aussi ma carte d'embarquement. » La bouche de Richard se crispa tandis qu'il faisait signe à une hôtesse Parara, mais un jeune homme nommé James, manifestement nouveau. « Il semble y avoir un conflit de sièges, annonça Richard. James se tourna d'abord vers Marcus, pas vers Richard, et lui demanda avec une suspicion à peine dissimulée. « Puis-je voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît ?» Marcus sortit son laissez-passer, le manipulant avec soin pour éviter toute accusation de le détériorer. Richard expira bruyamment. « Les biens, quelqu'un a clairement fait une erreur. J'ai spécifiquement demandé cette rangée. Je suis membre Platinum Elite. » Il insista lourdement sur ces trois mots tout en fixant ostensiblement les baskets usées de Marcus. Après avoir examiné les deux cartes d'embarquement, James confirma que Marcus avait bien le siège 8B. Richard prit à contre-cœur le 8C, marmonnant juste assez fort pour être entendu. Il doit y avoir une sorte de politique de discrimination positive en matière de siège maintenant. Marcus fit semblant de ne pas entendre, se replongeant intensément dans son livre, tandis que Richard s'installait à côté de lui, étendant délibérément son coude sur l'accoudoir partagé. Respiration superficielle, alors qu'il luttait pour ne pas montrer toute l'étendue de sa douleur. Plusieurs passagers avaient été témoins de la vérité. Comment Richard avait délibérément incliné sa tasse alors que Marcus attrapait son crayon tombé. Comment il l'avait même soulevé pour garantir un déversement maximal. Pourtant, personne n'avait réagi. Certains détournèrent le regard, mal à l'aise. D'autres firent semblant de s'intéresser soudainement à leurs écrans ou à leurs magazines. Seule Zara, qui avait capté toute la séquence dans sa vision périphérique, bougea de manière décisive. Elle se précipita vers Marcus avec une liasse de serviettes et une bouteille d'eau froide. « Laisse-moi t'aider, » dit-elle d'une voix calme, ses yeux reflétant pourtant une fureur contenue. Elle pressa doucement la bouteille contre la joue du garçon, où une marque rouge de colère se formait déjà. « C'était un accident, » lui chuchota Marcus, le regard suppliant, cherchant visiblement à apaiser la situation plutôt qu'à l'envenimer. Malgré sa douleur, il s'efforçait de trouver la paix, de prendre son courage à deux mains, malgré sa jeunesse. Zara le regarda brièvement dans les yeux.
Une communication silencieuse s'établit entre eux. À cet instant, Marcus vit dans son expression quelque chose qui lui manquait cruellement. Elle avait vu. Elle savait. Il n'était ni fou, ni hypersensible, ni en train d'imaginer une cruauté délibérée. Une personne d'autorité avait été témoin de la vérité. « Allons aux toilettes pour te laver correctement », dit Zara en aidant Marcus à se relever. Ces brûlures nécessitent une attention immédiate. Alors qu'elle le guidait vers les toilettes de l'avant, Zara jeta un coup d'œil à Richard, qui rangeait maintenant ses documents d'un air suffisant, comme si rien de grave ne s'était produit. Il avait réclamé toute la rangée en l'absence de Marcus, étalant ses affaires sur les 2 sièges. Ce qui avait commencé comme un test de limite s'était transformé en violence physique, et le silence collectif de la cabine l'avait enhardi. Mais Richard avait commis une erreur de calcul sur un point crucial. Il n'avait pas réalisé qu'en Zara, dans l'État de Washington, il avait rencontré quelqu'un qui avait passé sa vie à documenter l'injustice, et qui, franchement, était à bout de patience. Dans les toilettes exiguës de l'avion, Zara nettoya délicatement le café du visage et du cou de Marcus. Le garçon grimaça lorsqu'elle appliqua une compresse froide sur les plaques rouges qui se formaient sur sa peau. « Ce sont des brûlures du 1er degré », dit-elle doucement, son évaluation professionnelle teintée d'une colère contrôlée. « Peut-être une blessure du 2e degré au cou. Il faudra documenter cela. » Marcus avait l'air alarmé. « S'il te plaît, n'aggrave pas les choses. Je vais bien. Vraiment. » Zara croisa son regard dans le miroir. « Marcus, ce qui s'est passé n'était pas de ta faute. Et ce n'était pas un accident. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Le garçon baissa les yeux, ses épaules se tendant. « Ma mère dit que parfois, il est plus sûr de laisser les choses aller. » « Ta mère a l'air très sage, » répondit prudemment Zara en sortant son téléphone de sa poche. « Et parfois, c'est vrai. Mais d'autres fois, laisser les choses aller ne fait que garantir qu'elles se reproduiront avec quelqu'un d'autre, qui n'est peut-être pas aussi fort que toi. » Elle brandit son téléphone. « Je dois prendre des photos de ces brûlures. C'est une procédure standard pour toute blessure d'un passager, mais c'est aussi une protection pour nous deux. » Après un moment d'hésitation, Marcus hocha la tête. Zara photographia rapidement les blessures, notant le motif distinctif des éclaboussures, qui contredisait clairement l'affirmation de Richard selon laquelle il avait été heurté. « Tu as un tournoi à New York ?» demanda-t-elle en se rappelant du livre d'échecs. « Championnat national d'échecs pour les jeunes ?» Marcus confirma, s'éclairant légèrement malgré son inconfort. « J'ai obtenu une bourse. »« C'est impressionnant, » dit Zara, sincèrement. « J'ai joué un peu au lycée, mais je n'ai jamais réussi à sacrifier ma reine trop tôt. » Un fantôme de sourire traversa le visage de Marcus. « C'est une erreur courante chez les débutants. La reine semble si puissante que la perdre paraît catastrophique. Mais parfois, le sacrifice ouvre de meilleures positions stratégiques. » « Bien pensé, » dit Zara en appliquant une pommade pour brûlure de la trousse de premier secours. « Ça ne s'applique pas qu'aux échecs, n'est-ce pas ?» En retournant à la cabine, l'expression de Zara reprit une neutralité professionnelle. Richard avait toujours ses affaires étalées sur les 2 sièges, s'attendant visiblement à ce que Marcus trouve une autre place. « Monsieur, » dit Zara fermement, « j'ai besoin que vous veniez avec moi à la cuisine. » Richard leva les yeux avec une légère irritation. « Pourquoi ? Je vous ai déjà expliqué ce qui s'est passé. » Le garçon m'a bousculé. « Ce n'est pas une demande, monsieur, » répondit Zara d'une voix basse mais résolue. « La réglementation de la FAA exige la documentation de toutes les blessures des passagers. Et en tant que partie concernée, j'ai besoin de votre déclaration. » « Je suis occupé, » fit Richard d'un geste dédaigneux vers son ordinateur portable. « Envoyez un autre agent si vous avez besoin de remplir des papiers. » Zara se pencha légèrement, baissant encore la voix. « Monsieur, je dois vous rappeler qu'interférer avec les fonctions d'un membre d'équipage est une infraction fédérale en vertu du 49 USC 46504. S'il vous plaît, venez avec moi maintenant. » Quelque chose dans son ton finit par percer le bouclier de Richard. Avec une réticence visible, il la suivit jusqu'à la cuisine avant. Marcus se laissa glisser dans son siège, soulagé d'avoir un répit temporaire. Dans l'intimité relative de la cuisine,
Zara se tourna pour faire face à Richard. Sa façade professionnelle était intacte, mais son regard s'était durci. Monsieur Whitmore, je tiens à être parfaitement clair. Je vous ai observé verser délibérément du café chaud sur cet enfant. L'expression de Richard passa de la surprise à l'indignation, puis au calcul, tout cela en quelques secondes. C'est ridicule. C'était clairement un accident. Le garçon est maladroit et m'a bousculé. Le motif des brûlures sur sa peau contredit cette affirmation, déclara calmement Zara. Tout comme mon observation directe, qui sera incluse dans mon rapport d'incident. L'attitude de Richard se transforma instantanément. Sa voix devint un murmure condescendant. L'écoutez, mademoiselle Washington, dit-il en jetant un regard théâtral à son badge. Vous réagissez clairement de manière excessive à un incident mineur. Des accidents se produisent tous les jours en avion. Ce n'était pas un accident. Et qui pensez-vous que la compagnie aérienne va croire ? Richard se redressa, sa confiance revenant. Un agent de bord qui porte des accusations sans fondement, ou un membre du club platine qui joue personnellement au golf avec 3 de vos cadres supérieurs ? Comme Zara ne réagissait pas, il continua. Je ne pense pas que vos supérieurs apprécieraient d'entendre comment vous avez harcelé un client précieux, surtout compte tenu de vos antécédents. Vous me menacez, monsieur Whitmore ? Je souligne simplement les réalités. Il sourit légèrement. Nous savons tous les deux comment ces situations se terminent généralement. Alors pourquoi ne pas simplement oublier ce malheureux malentendu ? Je demanderai même un autre siège, pour tenir compte de la sensibilité apparente du garçon. Zara maintint un contact visuel constant en sortant son bloc de documentation. Je vais changer votre siège. Quoi qu'il en soit, monsieur Whitmore et moi allons rédiger un rapport d'incident complet, comprenant des photographies des blessures de l'enfant et des déclarations de témoins que je recueillerai. Le visage de Richard s'assombrit. Vous faites une grave erreur. Avez-vous une idée de qui je suis ? Un passager de mon avion qui a agressé un mineur, répondit Zara d'un ton égal. Votre statut auprès de la compagnie aérienne ne vous exempte ni de la décence humaine fondamentale, ni de la loi fédérale. Richard se pencha en avant, abandonnant toute prétention de civilité. L'écoutez attentivement. Je peux avoir votre poste avant même que cet avion n'atterrisse. Un seul appel, c'est tout ce qu'il faut. Zara s'approcha, sa voix si basse qu'il dut tendre l'oreille pour l'entendre. Monsieur, j'ai survécu à pire que des hommes comme vous. Des photos. Richard Whitmore. Une voix s'éleva soudain de l'autre côté de l'allée. Une femme âgée regardait par-dessus ses lunettes de lecture. Je l'ai entendu sur son téléphone plus tôt. Il travaille chez Pinnacle Financial Group. Natacha resta complètement immobile. Richard Whitmore de Pinnacle Financial ? Précisa-t-elle, sa voix prenant une nouvelle tournure. La vieille dame hocha la tête. C'est vrai. Il s'est assuré que tout le monde le sache. Une étrange expression traversa le visage de Natacha, une reconnaissance suivie d'une satisfaction presque sombre. Monsieur Washington, où est assis monsieur Whitmore maintenant ? Rangée 28F, répondit Zara. Vous le connaissez ? Pas personnellement, dit Natacha, son masque d'avocate bien en place. Mais mon cabinet, Johnson, Rivera et Chen, a représenté avec succès 6 plaignants contre Pinnacle Financial Group l'année dernière dans une affaire de prêt pour discrimination raciale. J'étais responsable de l'équipe contentieuse. Zara comprit. Ce n'était pas un hasard. Peut-être pas, admit Natacha, l'esprit s'emballant. Ce qui en fait une agression préméditée, avec un potentiel crime de haine. Depuis l'arrière de l'avion, la voix de Richard se fit soudain entendre tandis qu'il se plaignait bruyamment à un passager à proximité. Ses paroles s'interrompirent brusquement lorsqu'il aperçut Natacha debout dans l'allée, à côté de Marcus. Même de loin, l'éclat de reconnaissance et d'alarme sur son visage était indéniable. Il sait exactement qui nous sommes, confirma doucement Natacha. Les dépositions étaient controversées. Il a été contraint d'admettre sous serment des pratiques de prêt discriminatoires. Marcus les regarda tous les deux, la compréhension naissante. C'est pourquoi il était si en colère depuis le début. Il ne s'agissait pas seulement du siège. Non,
acquiesça Natacha en lui serrant doucement l'épaule. Il ne s'agissait pas seulement du siège. Elle se tourna vers Zara. Je dois parler immédiatement au capitaine et au maréchal de l'air. Cela change tout. Comme pour confirmer son évaluation, Richard était maintenant sur son téléphone, malgré les interdictions claires d'utilisation du téléphone portable pendant le vol. Ces murmures urgents portaient une note de panique indubitable. La coïncidence de se retrouver assis à côté du fils de l'avocate qui l'avait humilié professionnellement avait apparemment déclenché chez lui un esprit de vengeance qui prenait le pas sur le jugement et la décence humaine la plus élémentaire. Confronté désormais aux conséquences imprévues de la présence de Natacha sur le même vol, son intimidation calculée d'un enfant s'était transformée en quelque chose avec des répercussions juridiques potentiellement graves. Une réalité qui semblait lui apparaître avec une alarme croissante. « Je veux voir toute la documentation que tu as rassemblée, dit Natacha à Zara. Et j'ai besoin des déclarations de tous les témoins avant d'atterrir. » Tandis qu'il parlait, James s'approcha à nouveau, l'expression troublée. Le capitaine veut savoir ce qui se passe. Plusieurs passagers se plaignent de perturbations. L'excellent, répondit Natacha avant que Zara ne puisse parler. Veuillez informer le capitaine que des agents des forces de l'ordre rencontreront ce vol en raison d'une agression sur un mineur, d'un possible crime de haine, et de ce qui semble être une intimidation de témoins actuellement en cours. Elle fit un geste vers Richard, qui se déplaçait maintenant dans la cabine, s'approchant des passagers qui avaient été témoins de l'incident, parlant intensément à chacun d'eux. James blanchit. « Je vais transmettre le message. » Alors qu'il se précipitait vers le cockpit, Natacha se tourna vers Marcus. « Comment te sens-tu, vraiment ?» Pour la première fois, le garçon laissait transparaître sa véritable détresse. « Ça fait mal, maman. » Et tout le monde regardait, mais personne n'a rien dit jusqu'à ce que M. Washington m'aide. Natacha le prit doucement dans ses bras, consciente de ses brûlures. « Je suis là maintenant, promit-elle. Et nous allons nous assurer que cela n'arrive jamais à personne d'autre. » L'atmosphère dans la cabine était passée d'un inconfort passif à une anticipation chargée. La nouvelle s'était rapidement répandue sur les origines de Richard et l'identité de Natacha, créant un récit bien plus convaincant qu'un simple déversement de café. Les passagers qui étaient restés silencieux géraient désormais leur complicité différemment à la lumière du nouveau contexte. Une femme blanche âgée, aux cheveux argentés impeccablement coiffés, s'approcha de la rangée 8, où Natacha était toujours assise à côté de Marcus. Elle glissa une carte de visite dans la main de Zara. Eleanor Blackwell, se présenta-t-elle doucement. Juge fédéral à la retraite, cour d'appel du 2e circuit. J'ai été témoin de tout l'incident et je serai prête à témoigner. Elle jeta un regard à Marcus avec une réelle inquiétude. Ce n'était pas un accident, jeune homme. J'aurais dû m'exprimer immédiatement et je m'excuse pour mon hésitation. Natacha accepta la carte avec un signe de tête reconnaissant. Merci, votre honneur. Madame Washington ? Une adolescente aux cheveux violets se penchait en face de la rangée 7. J'ai une vidéo. Pas de la chute elle-même, mais juste après, quand ce type prétendait que Marcus l'avait heurté. Vous pouvez totalement voir que c'est un mensonge, à la façon dont le café a éclaboussé. Tu l'as enregistré, demanda Zara, surprise. La fille hocha la tête. J'ai documenté les micro-agressions pour mon projet d'études sociales. Je ne m'attendais pas à capturer quelque chose d'aussi extrême. De l'autre côté de l'allée, un homme asiatique en costume d'affaires, qui était resté visiblement silencieux jusque-là, s'éclaircit la gorge. Park Min-joon, Morgan Stanley. J'ai tout vu. L'homme a délibérément incliné sa tasse lorsque le garçon a pris son crayon. J'aurais dû dire quelque chose immédiatement. Son expression reflétait un véritable regret. J'ai un fils à peu près de son âge. J'aimerais que quelqu'un parle en sa faveur. À côté de lui, son collègue blanc hocha la tête. Je vais corroborer cela. C'était 100% intentionnel. La coalition croissante de témoins semblait enhardir les autres. Une hôtesse de l'air d'une autre section s'approcha avec un gobelet en papier. Le passager du 28F a demandé un thé chaud après avoir été relocalisé. Lorsque je l'ai servi, il m'a demandé dans quels ennuis un préposé pourrait s'attirer en inventant des incidents.
J'avais l'impression qu'il cherchait des informations sur votre sécurité d'emploi. Elle s'adressa à Zara. J'ai gardé la tasse avec ses empreintes digitales. James, qui avait suggéré plutôt de « laisser tomber », s'approcha maintenant avec un air affecté d'inquiétude. J'ai réfléchi au comportement du passager lors de l'embarquement, annonça-t-il assez fort pour que plusieurs rangées l'entendent. Il semblait visiblement ivre. J'aurais probablement dû te prévenir plus tôt, Zara. Natacha et Zara échangèrent des regards entendus face à cette tentative transparente de se positionner du bon côté d'une situation qui avait clairement changé. Cependant, les alliés opportuns restaient des alliés, alors Zara hocha simplement la tête. S'il vous plaît, incluez cela dans votre déclaration, James. La voix du capitaine grésilla dans l'interphone. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente initiale vers New York. Nous sommes à environ 90 minutes de l'atterrissage à JFK International. À ce moment, nous demandons à tous les passagers de retourner à leur siège assigné et d'attacher leur ceinture de sécurité. L'annonce déclencha une vague d'activité alors que les témoins se pressaient pour fournir leurs coordonnées et leurs déclarations préliminaires avant de retourner à leur siège. Richard, observant la coalition grandissante depuis l'arrière, était maintenant engagé dans une conversation téléphonique intense malgré les rappels répétés concernant les restrictions sur les appareils électroniques. Besoin de quelqu'un pour attendre à la porte ? Les passagers à proximité l'entendirent dire d'un ton pressant, « Oui, la Johnson de l'affaire des prêts. Elle est là avec son enfant. C'est compliqué. Non, écoutez-moi. La situation pourrait vite dégénérer. Appelez Davis au service juridique et demandez-lui de vous aider. » Une hôtesse de l'air le convainquit finalement de mettre fin à l'appel, mais le mal était fait. Richard mobilisait clairement des ressources pour contrer le défi inattendu à son autorité et à ses actions. Zara fut appelée dans le cockpit peu de temps après. Le capitaine, un pilote vétéran nommé Reynolds, avec 30 ans d'expérience, semblait troublé. Washington, je viens de recevoir une communication radio directe du chef des opérations d'Atlantic Airways. Mènera une enquête approfondie. Maintenant, si vous voulez bien rester assis jusqu'au début du débarquement général. Ce n'était pas un malentendu, a insisté Mingin Park depuis son siège en classe affaires. C'était délibéré. Beaucoup d'entre nous en ont été témoins. Un murmure d'approbation parcourut la cabine, mais Davis garda son sourire professionnel. Nous apprécions votre inquiétude, monsieur. Si vous souhaitez faire une déclaration, des représentants des relations clients seront disponibles dans le terminal. Alors que Zara était escortée hors de l'avion par la porte avant, elle aperçut Richard être conduit à travers la passerelle séparée, généralement réservée aux passagers de première classe. L'efficacité du système à protéger ses propres citoyens était à la fois impressionnante et nauséabonde. Dans le terminal, Zara se retrouva rapidement guidée à travers des couloirs de service, loin des zones publiques. La prise de son escorte sur son coude était professionnellement ferme, mais indéniablement coercitive. Ils arrivèrent dans un bureau anonyme où le chef de gare Kellerman attendait, un mince dossier ouvert sur son bureau. Madame Washington, la salua-t-il sans chaleur. J'aurai besoin de votre téléphone et de tous vos appareils personnels, immédiatement. Pour quelle raison ? Demanda Zara, même si elle avait anticipé cette demande. Protocole de l'entreprise pour l'enquête sur les incidents, répondit Kellerman avec douceur. Toute documentation prise pendant votre quart de travail est la propriété de l'entreprise. Je suis au courant des protocoles de l'entreprise, rétorqua Zara. Il nécessite des procédures de chaîne de possession pour la collecte des preuves, y compris des reçus et des témoins appropriés. La façade professionnelle de Kellerman se fissura légèrement. Ce n'est pas une négociation. Votre statut d'emploi est actuellement en cours de révision, suite à l'interprétation créative faite hier de l'historique de l'entreprise dans votre dossier RH. Votre gestion de l'incident de service client d'aujourd'hui ne fait qu'ajouter à nos inquiétudes quant à votre jugement. Et là, la menace était à peine voilée, se conformer ou faire face à un licenciement, avec sa plainte pour discrimination utilisée comme moyen de pression contre elle. Je crois que j'ai droit à une représentation syndicale pour cette discussion, déclara Zara calmement. Ce n'est pas une réunion disciplinaire, répondit encore Kellerman. Il s'agit d'une exigence procédurale de collecte de preuves.
Dehors, à travers la petite fenêtre du bureau, Zara pouvait voir Richard être escorté jusqu'à un SUV noir qui l'attendait, contournant les procédures normales de douane et d'immigration. La chorégraphie du privilège se déroulait exactement comme prévu, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Une agitation éclata près du terminal principal. Des agents de police de l'autorité portuaire étaient arrivés, accompagnés d'agents de la TSA. À travers la fenêtre, Zara observait leurs mouvements déterminés vers la zone d'embarquement, les badges bien en évidence. Le téléphone de Kellerman vibra. Son expression passa de la confiance à l'inquiétude, alors qu'il écoutait son interlocuteur. « Qui a autorisé ? Commença-t-il, puis se tut. « Oui, monsieur. » « Compris. » Lorsqu'il raccrocha, son regard sur Zara était passé du dédaigneux au calculateur. Il semble qu'il y ait eu une complication. Le chaos éclata à la porte C42, alors que plusieurs figures d'autorité convergeaient simultanément. Les dirigeants d'Atlantic Airways formèrent une barrière de protection autour de Richard Whitmore, tentant de le guider vers la sortie VIP avant que les forces de l'ordre ne puissent les intercepter. Pendant ce temps, Natasha et Marcus furent arrêtés par la sécurité de la compagnie aérienne sous prétexte de recueillir des déclarations sur une perturbation à bord. « Nous devons vérifier votre identité avant que vous puissiez vous rendre à la douane », informa un agent de sécurité de la compagnie aérienne à Natasha, se positionnant délibérément pour lui bloquer la vue de la police de l'autorité portuaire qui approchait. « Vous n'avez aucune autorité pour nous retenir », répondit calmement Natasha, gardant fermement Marcus à ses côtés. « Nous procédons à la douane, comme l'exige la loi fédérale. » « Il s'agit d'une procédure de sécurité de routine », insista l'agent. « Si vous voulez bien venir avec moi dans notre bureau privé ?» Tenter de séparer un mineur de son tuteur légal sans ordonnance du tribunal ou en cas de danger imminent constitue une détention illégale, déclara Natasha, élevant la voix juste assez pour attirer l'attention des passagers à proximité. « Je refuse votre demande d'entrer dans un lieu privé. Nous resterons dans cet espace public, tout en respectant toutes les procédures légales d'immigration et de douane. » Son langage juridique prédonna à l'agent de sécurité une pause, juste assez longue pour qu'un sergent de la police de l'autorité portuaire s'approche. « Y a-t-il un problème ici ?» s'enquit le sergent, évaluant la situation. Avant que l'agent de sécurité de la compagnie aérienne ne puisse répondre, Natasha s'adressa directement au sergent. « Officier, je suis Natasha Johnson, avocate chez Johnson, Rivera & Chen. Mon fils a été agressé sur ce vol, et le personnel de la compagnie aérienne nous a empêchés de déposer une plainte auprès de la police, car il tente actuellement d'escorter l'agresseur hors des locaux, sans procédure d'immigration appropriée. » L'attitude du sergent passa immédiatement d'une question de routine à une préoccupation concentrée. « Nous avons reçu plusieurs alertes sur cette situation, madame. La TSA a également été informée à travers le terminal. D'autres passagers du vol ont été approchés par des représentants d'Atlantic Airways, qui leur ont proposé des bons de vol et des certificats de surclassement. » L'adolescente aux cheveux violets écoutait avec scepticisme un agent des relations clients lui expliquer comment la compagnie mènerait une enquête approfondie, si elle signait simplement un formulaire de commentaires standard, contenant un langage de non-divulgation soigneusement formulé dans son dernier paragraphe. « Je ne signe rien », déclara la jeune fille, reconnaissant la tactique grâce à l'expérience de sa mère en matière de harcèlement au travail. « Et j'ai déjà téléchargé la vidéo. » En effet, son clip montrant les conséquences de l'incident du café, avec Richard mentant clairement sur le fait d'avoir été éjecté, avait déjà été partagé sur plusieurs plateformes avec le hashtag #DotsCoffee #WhileFlyingWhillBlack. La vidéo de 16 secondes accumulait des milliers de vues par minute, dépassant les efforts de confinement de la compagnie aérienne. À l'extérieur du terminal, plusieurs camionnettes de presse étaient arrivées, alertées à la fois par la vidéo virale et par les relations du juge Blackwell avec les médias locaux. Le juge à la retraite avait passé un seul appel téléphonique à un ancien greffier, désormais correspondant juridique pour une grande chaîne. Il n'en fallut pas plus pour transformer un incident d'entreprise contenu en un sujet d'actualité en développement. Dans le bureau du directeur de la station, Kellerman, Zara continua de refuser de rendre son téléphone, malgré les menaces croissantes contre son emploi. Lorsque le personnel de sécurité tenta de confisquer physiquement l'appareil, elle les informa calmement que retirer ses effets personnels sans son consentement constituait un vol.
Vous faites une grave erreur, avertit Kellerman alors que sa stratégie s'effondrait. Ta carrière est terminée. Peut-être, reconnut Zara. Mais certaines choses comptent plus que les carrières. La porte du bureau s'ouvrit brusquement lorsqu'un superviseur de la TSA entra, accompagné d'un agent de l'autorité portuaire. Nous devons parler immédiatement à l'agente de bord Washington, concernant un rapport d'agression en vol. Kellerman tenta d'intervenir. Il s'agit d'une affaire interne à la compagnie, traitée par les canaux d'entreprise appropriés. Les allégations d'agression relèvent de la compétence fédérale lorsqu'elles surviennent en vol, répondit catégoriquement le superviseur de la TSA. Nous devrons interroger Madame Washington sans délai. Alors que Zara était escortée hors du bureau, elle aperçut Richard à travers les fenêtres du terminal, précipité vers un SUV noir. Malgré les efforts des dirigeants pour le cacher, plusieurs caméras de presse filmèrent clairement son visage. Son expression était un mélange de sentiments de droit et d'inquiétude croissante, alors que l'extraction soigneusement orchestrée commençait à se défaire. La situation atteignit son paroxysme lorsque la police de l'aéroport tenta de séparer Marcus de Natasha pour un interrogatoire de routine sur l'incident. Debout, sous les yeux des médias rassemblés, la réponse de Natasha fut mesurée mais résolue. Mon fils de 11 ans est une victime, qui a subi des brûlures nécessitant des soins médicaux, annonça-t-elle d'une voix projetée clairement. Tout interrogatoire aura lieu en présence de son tuteur légal et d'un avocat de la victime. Et après ? Ce qui avait commencé comme un incident isolé s'était transformé en un examen complet des problèmes touchant l'ensemble du secteur. Zara Washington était assise à la table des témoins, posée et professionnelle dans un costume bleu marine, plutôt que dans son uniforme d'Atlantic Airways. À côté d'elle, Natasha Johnson révisait son témoignage préparé, tandis que Marcus, désormais âgé de 12 ans, organisait ses notes avec la même concentration qu'il appliquait aux stratégies d'échec. Il ne représentait que 3 voix parmi des dizaines de personnes appelées à témoigner. D'anciens employés d'Atlantic Airways ont décrit des expériences similaires de discrimination et de répression au sein de l'entreprise. Des groupes de défense des passagers ont présenté des données montrant des tendances inquiétantes dans la manière dont les incidents étaient traités en fonction de la race, du sexe et du statut socio-économique apparent. Des experts du secteur ont témoigné de la culture insulaire qui avait permis de dissimuler systématiquement les problèmes de comportement, tant chez certains passagers que parmi les cadres de haut rang. L'incident du vol 2143 n'était pas isolé, a déclaré Zara, sa voix stable malgré la rangée de caméras enregistrant chacun de ses mots. Il était simplement visible. La plupart des incidents discriminatoires se produisent sans que des témoins soient disposés ou capables de les documenter. Et la plupart des employés qui les signalent sont confrontés à ce que j'ai vécu, des représailles systématiques visant à les discréditer et à les réduire au silence. Interrogée sur la perte de sa carrière de 12 ans, Zara a répondu avec un optimisme inattendu. Je n'ai pas perdu ma carrière. Je l'ai réorientée vers son véritable objectif, assurer un traitement sûr et équitable à tous les passagers et membres d'équipage. Plutôt que d'accepter l'offre de réintégration d'Atlantic Airways accompagnée d'un salaire rétroactif substantiel mais conditionné à une clause de confidentialité, Zara avait choisi d'occuper un poste à la tête d'un bureau nouvellement créé au sein de la Federal Aviation Administration, dédié à la défense des passagers. Ce rôle lui permettait de tirer parti de son expérience de terrain pour développer des protocoles contre la discrimination et des mécanismes de signalement plus efficaces. Le témoignage de Natasha s'est concentré sur les structures juridiques qui avaient permis aux entreprises de dissimuler des schémas de discrimination. Le système actuel de règlement confidentiel et d'arbitrage obligatoire crée les conditions parfaites pour la perpétuation des abus, a-t-elle expliqué. Lorsqu'on traite chaque incident comme un cas isolé et que les dossiers restent scellés, les modèles restent invisibles pour les régulateurs et le public. Son cabinet d'avocats avait fondé une division dédiée à l'équité dans les transports, se concentrant sur des cas de discrimination autrefois considérés comme trop difficiles à plaider. Leur première grande victoire fut de contraindre Atlantic Airways à publier des données internes non protégées sur les plaintes des passagers, révélant de fortes disparités dans le traitement des incidents selon les facteurs démographiques. Le témoignage de Marcus fut le plus poignant. Malgré son jeune âge, il parla avec clarté de l'incident et de ses conséquences. Quand ce café a brûlé ma peau, ça m'a fait mal. Mais ce qui a été plus douloureux, c'est que tout le monde a fait semblant de ne rien voir.
Ça m'a appris quelque chose qu'aucun enfant de 12 ans ne devrait apprendre, que le confort de certaines personnes compte plus que la douleur des autres. Il décrivit le harcèlement en ligne qui l'avait contraint à abandonner le championnat d'échecs et à changer d'école. Je n'ai pas simplement perdu un tournoi. J'ai perdu le sentiment de sécurité dans les endroits où je croyais appartenir. Richard Whitmore, quant à lui, était notablement absent des audiences. Après plusieurs témoignages accablants et la diffusion d'images de surveillance contredisant formellement sa version des faits, il fut inculpé pour agression, faux rapport et intimidation de témoins. Pinnacle Financial l'avait placé en congé indéfini avant d'accepter discrètement sa démission. Le bouclier corporatif qui l'avait protégé pendant des décennies avait enfin fissuré, laissant passer la lumière de la responsabilité. Les audiences eurent des résultats concrets. Le PDG d'Atlantic Airways, ainsi que plusieurs cadres, démissionnèrent après qu'il fut prouvé qu'ils avaient orchestré une tentative de dissimulation après le vol. La compagnie mit en place de nouvelles politiques globales de lutte contre la discrimination, une formation obligatoire sur les biais inconscients et des procédures transparentes de signalement. Plus important encore, l'industrie dut faire face à de nouvelles exigences réglementaires concernant la documentation et le traitement des plaintes pour discrimination, sans clause de confidentialité automatique. 6 mois après le vol, Zara, Natasha et Marcus se retrouvèrent à Washington DC pour la signature du Safety for All Act, une loi instaurant un comité d'examen indépendant pour les incidents de discrimination dans les transports, ainsi que des protections renforcées pour les lanceurs d'alerte signalant des violations de la sécurité ou des droits civils. Cette législation représentait quelque chose de rare dans la gouvernance moderne, une reconnaissance bipartite que les systèmes conçus pour protéger le pouvoir au détriment de la dignité individuelle compromettaient l'intégrité des institutions américaines. Si les motivations politiques divergeaient, la nécessité du changement faisait consensus. Après la cérémonie de signature, Marcus fut invité à dire quelques mots. Debout sur le podium, plus grand qu'il ne l'était 6 mois plus tôt, mais toujours aussi réfléchi, il regarda les responsables, les défenseurs et les journalistes rassemblés, puis déclara simplement. Une tasse de café a révélé un système défectueux. Imaginez ce que nous pourrons réparer d'autres, maintenant que nous avons enfin décidé de nous regarder en face. Le chemin depuis la rangée 8 du vol 2143 jusqu'à ce moment n'avait été ni facile ni sans coup. Zara avait renoncé à une carrière qu'elle aimait, mais trouvé une nouvelle mission. Natasha avait subi des intimidations, mais renforcé la légitimité de son cabinet. Marcus avait perdu une opportunité, mais gagné une conscience profonde de l'injustice et du courage nécessaire pour y faire face. Alors qu'ils quittaient la capitale ensemble, un journaliste leur demanda s'ils estimaient avoir obtenu justice. Zara prit un instant avant de répondre. La justice ne se reçoit pas. Elle se construit. Décision après décision, résistance après résistance, jour après jour. Nous avons posé les fondations. L'édifice continue. Derrière eux, visibles à travers les hublots de la capitale, les avions continuaient de sillonner le ciel de Washington. Leurs passagers et leurs équipages opéraient désormais selon des règles fondées sur une vérité simple. La dignité n'est pas un privilège réservé à certains, mais un droit pour tous même à 9000 mètres d'altitude.